Monsieur le ministre, chers et chers collègues, mesdames, messieurs, en vos titres et fonctions, mesdames, messieurs, cher François, je vous souhaite la bienvenue pour cette leçon de clôture que notre collègue François Héron va prononcer dans un instant. Ceux qui connaissent les traditions du Collège de France, ils vont se dire « mais que fait l'administrateur ici ?» Parce que normalement, dans les leçons de clôture, l'administrateur ne prend pas la parole. Je le fais sur demande express de notre collègue et je serai bref. Je voudrais simplement insister sur l'appui important des recherches et des enseignements de François Héron pour le Collège de France, mais aussi pour toute la société. François Héron a ouvert sa chaire « Migration et société » en 2017. Il a traité depuis des thèmes divers, abordant tour à tour les facteurs de la migration, les défis de l'intégration et de la discrimination, les politiques migratoires de par le monde, la rhétorique du débat sur l'immigration, le droit des étrangers, les interactions entre colonisation et migration, et récemment des liens entre religion et migration, où il est allé très loin dans les évangiles synoptiques et tout. Donc. Et justement, cette diversité des approches et des compétences indique clairement que François Héron fait partie des rares personnes qu'on peut qualifier de savants universels ou de polymathes. Il est philosophe, anthropologue, sociologue, démographe, et on a bien d'autres compétences encore. Égyptologue aussi, j'oublie. Parallèlement à son engagement dans la statistique publique et les enquêtes sociodémographiques, François Héron a publié de nombreuses études sur l'historiographie des sciences sociales, sur le rapport entre sociologie et philosophie, l'interprétation des rituels religieux et la formalisation des systèmes de parenté. À titre personnel, je voudrais souligner le grand plaisir que j'ai chaque fois quand je peux échanger avec François sur toutes sortes de sujets. Je voudrais également souligner son engagement pour notre institution dans le bureau élargi et dans bien d'autres commissions. Nous allons maintenant assister à sa leçon de clôture intitulée « Face à l'immigration, le savant et le politique ». Mais il s'agit, comme vous le savez, d'une clôture relative, puisque François Héron, en tant que professeur honoraire, restera présent ici au Collège de France et dans le débat public. C'est donc une clôture qui est aussi une ouverture vers des nouveaux horizons. Cher François, c'est avec beaucoup d'émotion que je te laisse la parole pour ta leçon de clôture. Alors, merci Thomas. Donc, bonjour à toutes et tous, chers amis, chers collègues, chers publics. Vous avez entendu évoquer tout à l'heure un ministre, je vous rassure, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, même s'il sera forcément question de lui, puisque le sujet de cette présentation, c'est « Face à l'immigration, les savants et le politique », et je vous parlerai donc à plusieurs reprises de Bruno Retailleau, mais je n'ai aucune passion spéciale pour Bruno Retailleau. Je voulais simplement vous dire qu'il est pour moi l'incarnation contingente, interchangeable d'un rôle qui existe toujours, et que voilà. Et depuis que l'âge de 10 ans, j'ai calculé, j'ai connu 33 ministres de l'Intérieur. Et dans mon souvenir, il se mêle un peu, j'ai tendance à en faire un personnage unique. Donc il se trouve qu'il s'appelle Bruno Retailleau en ce moment, mais il est tellement occupé à sa campagne électorale qu'il n'a pas pu venir. Donc, et je voulais préciser que le ministre auquel il a été fait allusion, c'est l'ancien défenseur des droits que je tiens à saluer ici. Bien, donc effectivement, en juin 2017, les professeurs du Collège de France m'ont confié une chaire que j'ai intitulée « Migration et société ». Alors c'est un titre simple à la fois et ambitieux, parce qu'évidemment ça fait écho à la somme de Max Weber que tous les sociologues ont en tête, économie et société. Je rappelle qu'économie et société a un siècle, puisque ça a été publié à titre posthume entre 1921 et 1925 par sa veuve.
Il faut avoir des veuves à votre service si vous voulez gagner la postérité. Alors, j'ai voulu, évidemment, en ayant un titre aussi large, j'avais l'ambition d'afficher ma volonté d'embrasser la question migratoire aussi largement que possible, et puis aussi pour pouvoir me préserver une certaine liberté dans le choix des thèmes, et c'est ce que j'ai fait. La migration internationale, qu'il ne faut pas d'ailleurs dissocier totalement de la migration interne, même si je n'ai pas le temps d'aborder ce sujet, je crois que c'est important que le lien reste fait. La Chine, par exemple, a une formidable migration interne qu'elle traite un peu comme si c'était une migration étrangère. Donc vous voyez que les liens entre les deux phénomènes existent, mais enfin je n'en parlerai guère aujourd'hui. Donc la migration internationale, c'est par définition un phénomène multidimensionnel, à la fois géographique et démographique, économique et social, géopolitique et juridique. Elle se situe à la croisée des disciplines, par conséquent, mais les historiens s'en sont emparés essentiellement à partir des années 80, puis les sociologues, qui pendant longtemps avaient négligé le sujet, les anthropologues et les économistes, et suivis par les urbanistes, les archéologues, les spécialistes de santé publique, les climatologues, enfin beaucoup de disciplines s'intéressent à ce phénomène. Et les dilemmes soulevés par le traitement réservé aux migrants dans nos sociétés intéressent de plus en plus la philosophie politique et morale. J'en parlerai également. Et puis, je n'oublie pas, j'ai invité le représentant dans un de mes séminaires, l'analyse du discours, l'analyse des argumentations, les sciences de la communication, l'observation des réseaux sociaux, toutes choses nécessaires pour comprendre l'écart qui se creuse à propos des migrations entre les opinions et les pratiques, les discours et les réalités, le jaillissement incontrôlé des fake news et l'établissement laborieux des faits. Alors, comment embrasser cette diversité, cette complexité des phénomènes migratoires en l'espace seulement de 7 années de cours et de séminaires? Donc, dès 2017, comme vous l'a dit Thomas Römer, j'ai annoncé un programme que finalement j'ai accompli dans ces grandes lignes, avec ce fait que je rêvais de pouvoir traiter la question religion et migration, ainsi que colonisation et migration, et les 2 années supplémentaires accordées, le sursis accordé par la réforme des retraites, qui a repoussé l'âge à la retraite des professeurs de 70 ans à 73 ans. C'est l'âge à la retraite le plus élevé dans toute la fonction publique, ce qui fait que je n'ose absolument pas prendre parti sur la réforme des retraites. Je m'en abstiens totalement. Et donc, vous voyez l'étendue des sujets. Je me suis efforcé, c'est ce que j'ai mis en rouge, je me suis efforcé chaque année de mettre en avant une autre discipline, une nouvelle discipline. La première étant essentiellement la démographie, puis l'économie, la sociologie, etc., la sociologie politique. Donc, il y a 2 thèmes que j'aurais encore, si j'avais eu 2 années supplémentaires, que j'aurais volontiers abordé, langue et migration, et éthique et migration. Alors, je ne parlerai pas de la question des langues aujourd'hui, même si elle me passionne, mais j'aborderai quand même, j'essaierai un peu à la fin, dans une sorte d'improvisation, d'évoquer les aspects éthiques. Parce qu'il faut être réaliste, évidemment, un homme seul, fut-il professeur au Collège de France, ne peut pas embrasser la totalité, tout l'éventail des savoirs qui seraient susceptibles de constituer une science des migrations. Je me souviens que c'était l'expression utilisée par Yves Lévy, président de l'INSERM, qui me disait « mais il faudrait bâtir une science des migrations ». Bon. Je crois que même si on est recrue d'ancienneté, recrue d'expérience, recrue de lecture, on n'y arriverait pas. Et j'observe d'ailleurs que, heureusement, certains de mes collègues, et c'est heureux, ont abordé des chapitres essentiels des migrations. On ne s'est pas du tout concerté, et je songe donc à la progénétique de la propagation et du brassage des populations humaines à travers les continents, pratiqué par Luis Quintana Murci, qui offre un éclairage extraordinaire sur les migrations à l'aube des temps. Et dans un tout autre registre, bien sûr, l'analyse par Didier Fassin du traitement que nos sociétés réservent aux migrants aux frontières, avec tous les dilemmes éthiques et politiques que cela soulève.
Donc, vous avez compris, ma conviction profonde, c'est que, évidemment, qui veut étudier les migrations, eh bien, doit lui-même migrer entre les disciplines, naviguer, comme disent les anglo-saxons, entre les disciplines. Et c'est un problème parce qu'on sait que les disciplines sont très cloisonnées dans l'enseignement supérieur français. Je me souviens que, jeune chercheur, moi-même, je défendais avec ardeur les prérogatives de la sociologie. J'avais par exemple une idée très précise de ce qui séparait la sociologie de l'anthropologie, que je pratiquais toutes les deux, mais qui n'était pas du tout pour moi la même chose. Et puis finalement, grâce à la démographie, qui est pourtant une discipline en apparence plus étroite, mes horizons se sont ouverts. Et puis surtout l'expérience de poste de responsabilité dans des institutions pluridisciplinaires. Bon, je les affiche quand même, l'INED, l'INSEE, l'ANR, au fond, tous les trois comme particularité de mobiliser un éventail de disciplines très, très variées. Et vraiment, je suis très reconnaissant à ces trois institutions. Donc, bien sûr, les divisions entre disciplines sont nécessaires, elles structurent le savoir, mais il faudrait tout faire, je pense, pour que les murs entre disciplines ne soient plus des murailles, mais des murets, si j'ose dire. C'est une expression que Raymond Boudon avait utilisée à la fin de sa vie quand il essayait de dresser un bilan de son expérience universitaire. Alors, ma toute première discipline, c'est quand même la philosophie, je ne la renie pas. Il n'y avait pas encore d'agrégation sociale à mon époque, et j'ai donc passé une agrégation de philosophie, faute de mieux. Et j'ai coutume de dire que cela vous procure un grand avantage, car c'est celui de ne jamais se laisser impressionner par les philosophes, et c'est très utile sur la place de Paris. Très tôt aussi, j'ai voulu redescendre sur Terre, en quelque sorte, et parcourir le monde. Et donc, l'anthropologie sociale, complétée par la linguistique, ont frayé la voie. Et j'ai tiré grand parti d'une formation reçue à l'EHESS qui s'intitulait, c'était tout un programme, Anthropologie sociale et historique. Et c'est d'ailleurs le label qui a figuré quelques années plus tard sur ma thèse de troisième cycle consacrée à Terre et parenté en Andalousie, où j'ai vraiment, effectivement, marié les trois disciplines. À l'époque, et ça rappellera des souvenirs à certaines personnes qui sont là, c'était en 1973, j'avais 20 ans, notre assistant de sociologie à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, Jean-Claude Chambordon, voyant que je m'intéressais aux sciences sociales, que j'essayais de lire Max Weber, Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas sauter à pieds joints dans la grande théorie sans s'astreindre au préalable à l'apprentissage de la statistique sociale et de la démographie. Il m'a fait lire les travaux de l'INSEE et de l'INED. Donc j'avais l'impression au début de tomber de haut, et en fait j'ai été passionné par ces publications. J'ai aussitôt mordu à l'hameçon. Et je lui en suis toujours reconnaissant. Donc, il a soutenu ensuite mon projet de rejoindre la Casa de Velasquez, où j'ai mené mes premières enquêtes de sociologie rurale et d'histoire agraire, dont l'une d'ailleurs portait sur les facteurs de migration des paysans andalous, des hautes vallées de la Sierra proche de Ronda, et qui migraient en réalité vers toutes les destinations possibles, ce qui permettait d'étudier les facteurs de choix des destinations des migrants à partir des pays de destination, ce qui n'est pas si fréquent, je m'en suis aperçu après coup. Et ensuite, après un séjour en Bolivie comme anthropologue dans une vallée des Andes, séjour tronqué par un violent coup d'État, et j'ai rejoint, un peu inopiné, le département de l'INED dirigé par Henri Léridon, avec la surprise de me voir affecté aussitôt à temps partiel à l'INSEE, à la division conditions de vie de l'INSEE. Voilà. Donc les enquêtes nationales représentatives que j'ai menées alors, comme l'enquête Contact à l'INSEE, enquête sur la sociabilité, ou bien l'enquête sur la formation des couples à l'INED avec Michel Bouzon, m'ont beaucoup appris sur le fond comme sur les méthodes. Et 10 années ne s'étaient pas écoulées que j'ai finalement enseigné la statistique appliquée à l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, qui était alors rattachée à l'INSEE. Alors, si maintenant je fais, parce que bon, vous n'êtes pas là pour écouter ma biographie, si je fais maintenant un saut de plusieurs décennies vers l'autre bout de ma carrière, donc dans une période toute récente, j'évoquerai deux circonstances majeures qui m'ont fortement poussé à diversifier mon approche des migrations.
La première, c'est le concours lancé en 2016 par le Commissariat général aux investissements d'avenir, présidé par Louis Schweitzer, pour la création de centres de recherche d'un nouveau genre baptisé Institut Convergence. Au nombre d'une dizaine en France, ces centres devaient remplir 4 missions. Réunir un large éventail de disciplines, ça je savais faire, rayonner depuis un site, et en l'occurrence ce sera le campus Condorcet à Aubervilliers, affilier au moins 200 chercheurs, et finalement nous en aurons plus de 600, éligibles à nos projets de recherche ou à nos bourses doctorales, qui restaient membres de leurs institutions, de leurs universités, de leurs organismes de recherche, de leurs écoles doctorales, tout en travaillant une partie de leur temps pour nous. Et puis, 4e mission de ces instituts Convergence, créer une formation de master qui sera logée à l'EHESS et à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alors, le concours était tranché par un jury international. On a dit parfois, mais l'écosystème de la recherche de migration en France est dominé par l'Institut Convergence Migration, et, comme si on m'avait octroyé comme ça cette mission par une sorte de faveur. Non, c'était un concours où entraient en compétition toutes les disciplines, y compris les mathématiques, les sciences physiques, les sciences chimiques, etc. Enfin, il n'y avait pas de limite. Et finalement, nous sommes arrivés en tête du concours de 2017, juste avant mon élection au Collège de France. Et l'Institut Convergence Migration, qui est donc coordonné par le CNRS, qui rallie 7 autres universités ou organismes de recherche, dont le Collège de France, a joué auprès de ma chaire, finalement, le rôle d'un laboratoire externe, on peut appeler ça de cette façon. Un tiers environ des intervenants ou des intervenantes dans mon séminaire étaient affiliés à l'Institut Convergence Migration, donc il y avait un lien. Et je voudrais ici mentionner 2 femmes de science et d'action absolument remarquables qui ont co-dirigé avec moi l'Institut Convergence Migration, la seconde m'ayant succédé il y a 2 ans à la tête de l'Institut Convergence, donc Annabelle Desgrès-Duloup et Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski. Et puis, la liaison assurée entre l'Institut Convergence et le Collège de France a été assurée par mes 3 collaboratrices successives à la chaire, que je tiens à nommer ici, Laura Audasso, Audrey Lenoël et Özge Biner. Seconde circonstance qui m'a poussé à diversifier mon enseignement, ce formidable aiguillon qu'est l'article 34 du règlement intérieur du Collège de France. Cet article dit ceci: le cours est assuré par le professeur. Oui, parce qu'autrefois, les cours étaient assurés par des remplaçants, on pouvait se faire remplacer. Et parfois, les professeurs étaient tellement absents que le remplaçant finissait par décrocher la chaire. Bon, c'était au XIXe siècle. Là, donc, le cours est assuré par le professeur, c'est la moindre des choses, qui en renouvelle le contenu chaque année, selon le principe propre au Collège de France d'un enseignement de la recherche en train de se faire. Vous voyez la belle formule. Et je dirais que, mine de rien, c'est un commandement terriblement exigeant. On va utiliser une expression un peu curieuse, mais c'est vrai que chaque année à la rentrée, ça vous administre une sacrée dérouillée. Jadis, quand j'enseignais à Sciences Po ou à l'NSAE, je renouvelais un quart de mon cours chaque année, pas plus, puisque le public se renouvelait d'année en année. À chaque rentrée, c'est un nouveau public. Le problème du Collège de France, c'est que d'abord, le public n'est pas captif, il est captivé. Sinon, il vote avec ses pieds, il s'en va. Et ce public peut être incroyablement constant d'une année à l'autre, une partie en tout cas du public. On l'a remarqué dans des enquêtes que nous avons menées à ce sujet. Et donc, du coup, impossible de se répéter. Alors, le public aime bien, de temps en temps, la répétition pédagogique, c'est très utile, mais il déteste les redites d'une année à l'autre. Et donc, il faut en tenir compte. Et ce qui est formidable dans ce public, évidemment, qui me saisit toujours d'admiration, c'est qu'il veut apprendre. Chaque année, il veut apprendre. Et apprendre à tout âge. Voilà, ce qui permet de contredire un certain nombre de choses sur la pyramide des âges du public, qui effectivement pourrait être différente. C'est un grand problème.
Donc, et en plus, l'exigence, formidable exigence qui s'ajoute à tout ça, à l'exigence du public, c'est aussi le fait que les cours sont filmés, les séminaires et les cours étaient intégralement filmés, diffusés sur Internet pour l'éternité. Alors ça vous donne quand même, ça vous impose un travail de préparation et de mise à jour que je n'avais absolument pas connu dans mes enseignements antérieurs à l'université. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement quand on s'est engagé à traiter un sujet comme l'immigration? Et vous allez voir que je me rapproche peu à peu du thème que j'ai promis de traiter aujourd'hui. À mes yeux, un cours sur l'immigration doit fournir au public des clés sûres pour remettre en perspective la conjoncture et l'actualité, ce qui suppose que le professeur soit sur le qui-vive sur plusieurs fronts. Il doit tout à la fois, mais ce sont des choses que vivent aussi d'autres de mes collègues, évidemment, il faut d'abord être à jour des données statistiques nationales et internationales sur les questions migratoires pour être en mesure d'en présenter une synthèse, et une synthèse aussi lisible que possible. Et vous allez voir que c'est ce que je vais essayer de faire dans une bonne partie de cette séance. Deuxièmement, il faut suivre les rebondissements de l'actualité politique et parlementaire. Ça veut dire notamment éplucher la totalité des débats parlementaires. Mine de rien, une discussion de loi, c'est 200 pages, 300 pages quand on se met à l'imprimer. Ensuite, il faut évidemment suivre les travaux toujours plus nombreux des chercheurs, en particulier des jeunes chercheurs, sur le sujet, chercheurs en France, à l'étranger, puis essayer soi-même d'en publier. Ensuite, il faut rencontrer, là aussi, si possible, les praticiens des organismes ou des administrations qui traitent de la question migratoire et les bénévoles ou les salariés des associations qui également jouent un rôle tout à fait essentiel dans l'accueil des immigrés. L'État se fausse largement sur les associations tout en souvent les soupçonnant des pires méfaits, mais enfin, il faut avoir des contacts avec les deux pôles de ce système d'action. Il vaut mieux, et c'est ce que j'ai essayé de faire, s'impliquer soi-même dans de telles activités pour essayer de saisir au plus près l'expérience des migrants et vivre donc soi-même les dilemmes de l'action. Et puis finalement, il faut répondre, quand c'est utile, aux sollicitations des médias. Donc ça fait beaucoup de tâches. Et en même temps, évidemment, pour enseigner les migrations, j'ai essayé de me faire une culture statistique, juridique, économique, historique, philosophique, religieuse, enfin, mais ça ne suffit pas. Et le chercheur en sciences sociales doit aussi, dans l'idéal, savoir la société. C'est une vieille expression du XVIIe siècle que j'aime bien, ça veut dire fréquenter la société, diversifier ses expériences, se frotter à la vie sociale sous ses diverses formes à tous les niveaux. Voilà, le décor est planté, donc venons-en aux faits. Au fil des ans, à mesure que je développais ici même mon cours, il y avait des auditeurs qui venaient, en fin de séance, me dire gentiment mais fermement, ou bien ils m'envoyaient des courriers, avec un message qui était toujours le même, qui était « mais enfin, quel dommage que vos analyses sur l'immigration soient si peu connues, vos publications scientifiques sont confidentielles, pourquoi n'êtes-vous pas davantage présent dans les médias, on ne vous voit pas assez, est-ce qu'il vous arrive d'exposer vos travaux aux décideurs ou aux politiques, qu'attendez-vous pour mieux les communiquer ?» Et régulièrement, cette question revenait, et quand je donnais des conférences en région parisienne ou dans les provinces, régulièrement, à la fin des conférences, on me réinterrogeait de nouveau, c'était toujours la même question, mais enfin, pourquoi n'êtes-vous pas pourquoi votre travail n'est-il pas plus connu? Alors, je faisais des efforts, évidemment, mais voilà, une question existentielle, s'il en est. À quoi bon votre science? À quoi bon vos recherches? À quoi bon travailler sur les migrations quand une partie croissante de l'opinion de la classe politique croit tout savoir à leur sujet et finalement ne veut rien savoir? J'aurais pu me contenter de la position du savant menant ses chères études à l'abri des turbulences, à l'image de cette scène idyllique qu'on peut admirer à Lisbonne au Musée national des Azulèges. Ce brave homme, un religieux apparemment, est plongé dans sa lecture. Bon, on peut imaginer que tout de même, par moments,
en bon pasteur frotté de démographie, il compte ses moutons, vous voyez, il y a quelques moutons à l'arrière. Et on peut espérer aussi qu'il sait au besoin détourner les loups qui rôdent alentour. Alors, les pères fondateurs des sciences sociales, ou les pères refondateurs, qui est toujours utile de relire, nous ont laissé quelques messages à ce sujet, entre la science et l'action. Bon, Marc Bloch, dans Apologie pour l'histoire, balance entre deux visions. D'un côté, explique-t-il, on ne peut pas exiger du scientifique qu'il anticipe les usages pratiques auxquels pourraient donner lieu un jour ces spéculations désintéressées. Il n'a pas à s'occuper lui-même de l'utilité de son travail pour l'homo faber ou l'homo politicus, c'est l'expression qu'il utilise. Au fond, l'essentiel est déjà qu'il puisse contribuer à l'épanouissement de l'homo sapiens. C'est la formule de Marc Bloch. Mais d'un autre côté, corrige aussitôt le grand historien, une science, je cite, nous paraîtra toujours avoir quelque chose d'incomplet si elle ne doit pas, tôt ou tard, nous aider à mieux vivre. Je remonte le temps, Durkheim, Émile Durkheim, dans la préface à la première édition de la Division du travail social, 1893, un texte fondateur de la sociologie sur les ressorts de la cohésion sociale, de l'intégration, ça reste toujours passionnant à lire. Eh bien, Durkheim énonce une profession de foi fameuse. Nos recherches ne mériteraient pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Manifestement, évidemment, Marc Bloch a lu ce texte. La science peut nous aider à trouver le sens dans lequel nous devons orienter notre conduite, à déterminer l'idéal vers lequel nous tendons confusément. Seulement, nous ne pouvons nous élever à cet idéal qu'après avoir observé le réel. Donc, deux phases, dont l'une conditionne l'autre, l'observation scientifique du réel, et puis seulement l'action publique, l'engagement. Mais évidemment, comment articuler ces deux moments? Alors, je me souviens que dans les années 2000, quand je dirigeais l'INED, j'étais affronté à ce problème, j'étais tenu à un certain devoir de réserve en tant que patron d'une institution publique, et je m'étais forgé une morale provisoire qui consistait à dire ceci, bien voilà, en présence d'un objet controversé et sensible, le chercheur doit alimenter le débat public, l'alimenter mais pas le trancher. Il doit se contenter de déposer sa marchandise sur un carrefour accessible à tous, sur une place publique à la croisée des chemins, avec l'espoir que des passants bien intentionnés, mus par une saine curiosité, finissent par repérer le produit, par le déballer, par s'en emparer, par en faire le meilleur usage. Donc, vous voyez, au fond, l'idée du dépôt-retrait, en quelque sorte. Et à l'expérience, eh bien, cette tactique du dépôt-retrait a échoué. Personne ne peut contrôler la réception de ses travaux dans l'espace public. La morale la plus conséquentialiste n'arrive pas à anticiper les conséquences de vos publications. Elles peuvent être lues dans tous les sens. Et je n'ai pas tardé à découvrir qu'il y avait parmi les passants qui rôdaient autour de ce carrefour, eh bien, des faiseurs d'opinion bien décidés à ne pas lire les travaux des chercheurs ou des statisticiens, mais plutôt, si je puis dire, à les mélire, à les déformer sans scrupule, faute de pouvoir les réfuter, certains allant jusqu'à manier les arguments ad hominem. Alors, un bel exemple, j'ai hésité à vous le montrer, puis je me suis dit, allez, il faut y aller, allons-y clairement. C'est tout récent, ça date du week-end dernier, c'est le genre de choses qui m'arrive assez régulièrement, c'est dans le Figaro Magazine, l'abécédaire des woke français. Eh bien, j'ai le grand honneur d'y figurer. Et avec chacun a droit à ces petites notices, 4 ou 5 lignes. Et voilà comment on résume ce que j'ai fait. Titulaire de la chaire Migration et Société au Collège de France, c'est juste. François Héran est le grand prêtre de l'immigration heureuse. C'était l'expression qu'avait utilisée Alain Juppé, je crois, dans sa campagne, et que Sarkozy avait contrée avec efficacité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bon, il voit dans chaque nouveau flux migratoire une aubaine statistique. Et dans toute inquiétude populaire, un manque d'éducation aux chiffres. Donc je reviendrai un peu sur ces formules. Un démographe qui fait rimer science avec morale, mais pas n'importe quelle morale. Morale version ONG.
Et là, je suis assez content qu'on dise ça de moi. Oui, je pense qu'effectivement, et je vais l'élaborer tout à l'heure de façon assez précise et j'espère argumentée, j'expliquerai pourquoi la politique rime avec la morale, rime avec la science, et il n'y a pas de raison de séparer ces trois fonctions, en quelque sorte, ces trois registres d'existence. Et les ONG, eh bien oui, j'en parlerai, je les visite beaucoup, je les rencontre beaucoup, et je tiens à rendre hommage à l'extraordinaire action des militants, la plupart du temps bénévoles des ONG, qui font un travail incroyable, extrêmement ingrat, parce qu'accompagner un migrant à la préfecture pour essayer de faire en sorte que le dossier avance, c'est une des choses les plus éprouvantes qu'on puisse imaginer. Donc, voilà, je tenais à vous montrer ça. Et, alors bon, c'est un peu teinté d'humour. Bon, je ne sais pas si... Oui, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que le wokisme. Un jour, je crois avoir déjà raconté cette anecdote, un jour, j'étais invité à l'université de Corte, sans doute un lieu très woke, et c'était le dernier jour, et dans l'hôtel de Corte le matin, je prenais mon petit déjeuner, puis il y avait une dame tout près de moi qui discutait avec son guide, elle venait de faire toute une tournée en Corse, et interroge le guide en disant « Vous aussi, vous êtes atteint par le wokisme ?» Alors, comme le guide ne savait absolument pas de quoi il était question, elle dit « Mais si, la théorie du genre, l'écriture inclusive, tout ça. » C'était ses mots, ses propres mots. Bon, et le soir même, d'ailleurs, me retrouvant dans l'avion d'Ajaccio à Paris, je revois la même dame en train de lire un quotidien du matin où il y avait justement, c'était tout à fait extraordinaire, une grande tribune sur le wokisme. Voilà, donc le wokisme, c'est... alors oui, je voudrais revenir quand même sur le fait que dans cette abécédaire des woke français, il y a tout de même un historien également professeur au Collège de France, il y a un footballeur qui fut champion d'Europe et champion du monde, il y a une écrivaine prix Nobel de littérature, donc je me trouve en incroyable compagnie. Eh bien, tous ces personnages, c'est bien connu, contribuent à rapetisser l'image de la France au lieu de la grandir. Et j'ai commencé à coder, je vais peut-être publier ça un jour, les 500 commentaires postés par les lecteurs de cette publication. Et c'est tout à fait passionnant. Beaucoup fustigent ces chantres du wokisme qu'on vient de leur exposer. Name and shame, c'est ça la technique. Et un argument très très utilisé, mais qui revient vraiment systématiquement. Vous vous rendez compte, tous ces gens-là, ces wokistes s'enrichissent avec nos impôts. C'est l'argent public qui finance tout ça. Un argument revient, on les lit dans nos écoles. Ils corrompent la jeunesse. Alors là, je me suis retrouvé en compagnie de Socrate. Ça m'a ouvert aussi des horizons inespérés, parce que à voir la moyenne d'âge du public de mes cours, j'avais plutôt l'impression de corrompre la vieillesse que la jeunesse. Et puis, il y avait d'autres commentaires plus rares, heureusement, mais enfin, qui ne sont pas autre chose que de discrets appels au meurtre. Il va falloir les éliminer le jour venu. Des choses comme ça. Voilà. Alors, cette publication n'est qu'un exemple, et les quelques lignes qui me sont consacrées, ce n'est pas le plus dur de ce que j'ai rencontré dans ma carrière. L'aversion pour la morale est très révélatrice. Peut-être que les historiens s'y intéresseront, parce que contrairement à la droite classique, à la droite traditionnelle, qui est plutôt attachée à la morale, la droite dure déteste la morale. Elle lui préfère la politique et rien que la politique. Et pour elle, la morale, c'est nécessairement à gauche, pour ne pas dire gauchiste, influencé par un mélange de socialisme et de christianisme. Et vous savez, ça a été un point que j'ai examiné dans ma dernière leçon, vous savez que la parabole du bon samaritain pose un grand problème aux exégètes. Elle existe uniquement dans l'évangile de Luc, et tout indique que c'est certainement un apport rédactionnel, comme disent les spécialistes de l'évangile de Luc. Et John P. Mayer l'a bien montré, Luc est le plus inclusif des évangélistes. Plus que les autres, il s'intéresse aux femmes, aux handicapés, aux étrangers, aux collecteurs d'impôts, aux soldats étrangers et aux samaritains, qui étaient en quelque sorte des étrangers intérieurs.
Et sur ce point, j'ose aller plus loin que notre grand instituteur national, Philippe de Villiers, qui a traité récemment le pape François de pape woke. C'est un peu court, parce qu'à mon humble avis, le mal vient de plus loin. Saint Luc était déjà un évangéliste woke. Et si vous avez conservé chez vous une vieille édition de son évangile, ne la laissez pas traîner, ce texte risque de corrompre la jeunesse. Donc, il est temps que je ferme la parenthèse, parce que si je continue, je finirai par dire que le Christ lui-même était un Dieu woke. Mais je ne le ferai pas, bien sûr. Donc, le double débat sur l'immigration, à savoir le débat sur son ampleur et le débat sur ses effets, sont-ils positifs, sont-ils neutres, sont-ils négatifs, n'a cessé de s'envenimer, et pas seulement en France, comme vous le savez. L'espace public n'est pas la scène ouverte, libérale, pluraliste, dont pouvait rêver ma génération. Elle n'est pas ce carrefour d'idées et de convictions qui pratiquerait l'éthique de la discussion chère à Jürgen Habermas. Non, s'agissant de l'immigration, le débat est un combat. Il se déroule dans une arène pleine de bruit, de fureur, où ferraillent toutes sortes d'acteurs. Les statisticiens et les chercheurs qui s'y aventurent se heurtent aux politiques, aux journalistes, aux essayistes, aux polémistes, sans oublier les sondeurs, les hauts fonctionnaires, les militants associatifs, les responsables religieux, les artistes, les muséographes, les internautes anonymes, et même ces nouveaux venus, je m'en suis aperçu il y a quelques jours, que sont les influenceurs. Une illustration récente, cette émission de France Info consacrée à l'élection du pape Léon XIV, le journaliste présente l'invitée, religieuse et influenceuse. Voilà qui nous incite donc à jeter un nouveau regard sur les grandes figures du christianisme. Je vous présente saint Augustin, grand influenceur du IVe et Ve siècle. Voilà, donc une totalité d'acteurs absolument incroyables dans cette arène. Et là, c'est très difficile, évidemment, de se déployer dans un tel environnement. Et je discutais récemment avec un chercheur plus jeune que moi, connu pour ses travaux novateurs sur l'émigration internationale, et il me confiait sa grande fatigue. L'immigration, me disait-il, c'est un sujet où on prend des coups, on prend trop de coups, et il songeait sérieusement à quitter l'arène, à se tourner vers un autre thème de recherche, et comme je le comprends. Et en même temps, évidemment, que je compatis, j'aimerais quand même lui remonter le moral, car je pense que l'adversité est une raison de plus pour continuer à se battre. Alors, j'avais moi-même, dans le passé, publié 2 essais sur la démographie et l'immigration et quelques tribunes. Et en 2021-2022, moi, j'étais vraiment très occupé à publier aux États-Unis à cette époque-là. Et la pression de mes auditeurs, la pression de l'actualité qui se chargeait de plus en plus sur le sujet, m'a finalement conduit à récidiver avec un essai plus mûr que les précédents, me semble-t-il, intitulé donc « Immigration, le grand déni », publié en mars 2023 par Le Seuil et la République des idées. Et le thème central, c'était le fossé grandissant entre les réalités de l'immigration en France et les débats sur la politique migratoire, dont témoignait notamment l'interminable discussion sur le projet de loi présenté par Gérald Darmanin, texte durement réécrit par la droite sénatoriale, retoqué au Conseil constitutionnel, mais qui pourrait prochainement refaire surface. Enfin, tout cela n'est pas encore terminé. Donc, nous voici au cœur du sujet que je comptais traiter aujourd'hui. Peut-on reprocher à un universitaire qui prend la parole dans le débat public sur l'immigration de sortir de sa réserve? Est-ce que cela fait de lui ou d'elle un universitaire militant, un chercheur engagé, un scientifique bafouant le principe sacro-saint de la neutralité axiologique cher à Max Weber, mélangeant les faits et les valeurs? Ou pire encore, une de ces belles âmes, comme disait Hegel et Nietzsche, qui non seulement font de la politique au lieu de faire de la science, mais qui, par-dessus le marché, trompent leur monde en faisant de la morale au lieu de faire de la politique. Un tel personnage manque-t-il à l'éthique universitaire qu'un observatoire autodésigné entend désormais défendre jalousement? Sérieusement, je m'interroge. Ma famille me croit encore professeur au Collège de France pour quelques mois. Vais-je lui avouer qu'en réalité, je suis un agent de l'obscurantisme woke? Donc, question brûlante, question existentielle.
ai-je finalement encore légitimité à faire cours aujourd'hui devant vous dans ce haut lieu de science qu'est le Collège de France? Alors, je ne vais pas faire durer le suspense, ma réponse est oui. Oui, un chercheur qui s'attache à l'étude des migrations est pleinement légitime à intervenir dans le débat public si, dans la lignée d'un Émile Durkheim ou d'un Marc Bloch, il accomplit sa mission première, qui est de prendre la mesure des choses. En l'occurrence, prendre la mesure du phénomène migratoire, et s'il s'appuie sur ce savoir pour rétablir les faits et en tirer les conséquences. Et quand je dis prendre la mesure, j'entends à la fois, bien sûr, la mesure quantitative et une appréciation globale de la place que la migration occupe dans nos sociétés et mieux encore occupe dans nos vies. Alors oui, en accomplissant cette mission, le savant se heurte fatalement aux politiques. Il prend à rebrousse-poil la doxa migratoire, telle qu'elle est portée par les sondages d'opinion, flattée par une fraction grandissante de la classe politico-médiatique. Et j'irai plus loin, non seulement le savant a le droit d'intervenir dans le débat public sur la question migratoire, mais il en a le devoir. Et à ceux qui voudraient cantonner le scientifique à sa science, dans un domaine aussi politique que les enjeux de l'immigration, je réponds ceci: ce ne sont pas mes convictions qui dictent mes recherches, ce sont mes recherches qui dictent mes convictions. Car enfin, dans cette histoire, qui fait intrusion dans le champ qu'il ne maîtrise pas? Qui donc aujourd'hui sort de son ordre, pour reprendre la formule de Pascal, qui fustigeait les grands de ce monde qui prétendaient trancher les questions de mathématiques ou de sciences? En matière de migration, ce n'est pas le savant qui se mêle indûment de politique, c'est le politique qui régulièrement se mêle de science en lançant à la cantonade des chiffres censés dire le réel et guider sa politique. Et s'il s'avère que ces chiffres déforment la réalité ou la contredisent, alors le savant est bien obligé de vérifier et, le cas échéant, de répliquer. On pourrait se féliciter, bien sûr, de voir la décision politique s'appuyer sur les arguments quantitatifs, si son intention réelle était de fonder les décisions sur des données objectives. Aux États-Unis, on vantait naguère les mérites d'une data-driven policy ou d'une evidence-based policy, c'est-à-dire une politique guidée par des données factuelles, puisant des éléments de preuve à bonne source, les recensements, les enquêtes, les bases de données internationales, les expériences contrôlées, les testings, etc. C'était, je crois, sous la présidence Obama, et je n'ose imaginer ce qu'il en reste aujourd'hui avec la seconde présidence de Donald Trump. Il faut toutefois en être conscient, la mise en œuvre d'une politique objectivement fondée et évaluée supposerait quand même en amont une sérieuse réorganisation des données et en aval l'application de méthodes rigoureuses d'évaluation. En France, les méthodes d'évaluation, les évaluations des politiques publiques, les missions d'évaluation des politiques publiques sont dispersées entre un grand nombre d'acteurs, comme nous l'avions souligné en 2017, Michel Barnier et moi, dans un rapport que nous avions co-signé sur l'avenir de France Stratégie. Je l'avais écrit à 90%, mais ne le répétez pas. Donc, quelles sont les institutions qui, en France, à un titre ou un autre, ont dans leur mission l'évaluation des politiques publiques? Bien sûr, la Cour des comptes, la section des rapports du Conseil d'État, l'Inspection générale des finances, les commissions d'enquête du Parlement, France Stratégie, les départements ministériels chargés de préparer les lois, qui de cette manière s'auto-évaluent en quelque sorte. Il y a les unités de recherche universitaires, je pense au LIEP, au TEP, etc. Et tout ça donc figure dans un rapport du comité d'évaluation de France Stratégie que nous avions publié il y a quelques années. Bon, j'ai oublié de noter la date, mais c'est tout à fait consultable en ligne. Alors, donc, c'est évidemment un tout autre spectacle que nous offre aujourd'hui la plupart des politiques. S'ils brandissent des données chiffrées dans le débat public, c'est rarement pour se conformer à des faits scientifiquement établis, c'est pour faire science, se parer d'un semblant d'objectivité. Alors mon propos a pu peut-être vous sembler jusqu'ici quand même un peu excessif, un peu subjectif et polémique. Alors attardons-nous sur quelques exemples. Exemple numéro 1, non,
la France, en matière d'immigration, n'occupe pas le haut du tableau européen. Je cite. À tout seigneur, tout honneur, donc on va écouter le ministre de l'Intérieur en exercice, commentant les derniers chiffres sur l'immigration en France. Trop, c'est trop. Mon souhait, c'est que la France ne soit pas plus attractive en matière d'immigration que le reste des pays d'Europe. Elle doit revenir au milieu du tableau. Et vous avez encore un peu plus tard, tout ça c'est à la télévision que c'est dit évidemment, nous sommes débordés par le nombre. En 2023, le dernier chiffre que l'on ait qui soit sûr, donc vous voyez à quel point c'est scientifique, c'est entre immigration légale et illégale, plus de 550 000 étrangers arrivés sur le territoire français, l'équivalent de Lyon. On ne peut plus se le permettre. Pourquoi ne peut-on pas faire face à cette immigration sur laquelle on a perdu tout contrôle? C'est moi qui souligne, évidemment. C'est parce qu'on n'a pas les moyens de l'héberger, etc. Et puis on a un autre problème, la machine intégrée, assimilée est en panne. Alors, ce qui est passionnant dans ce passage, c'est l'extraordinaire condensat de toutes les formules stéréotypées qu'on a sur le sujet. On pourrait passer des heures à commenter chacune de ces formules, je n'en commenterai qu'une partie. Alors, sommes-nous au haut du tableau et devons-nous essayer de tout faire pour redescendre entre le bas et le milieu du tableau? Voilà une grande question. Alors, je vais prendre des choses très, très simples. Les nouveaux titres de séjour délivrés en 2023 dans les pays de l'OCDE en pourcentage de la population totale. Donc, chaque année, il y a de nouveaux titres de séjour. Qu'est-ce que ça représente comme surcroît de population par rapport à la population de départ? Alors, les débuts du classement, vous voyez, c'est le Luxembourg, l'Islande, la Suisse. J'ai numéroté les pays pour qu'on puisse les suivre. Et vous allez me dire, mais où est la France dans tout ça? Eh bien, la France est ici. Elle est au 25e rang. Et donc, nous sommes très loin d'occuper le haut du tableau et de devoir y redescendre. Mais alors, le plus extraordinaire, c'est que quand vous ouvrez le bilan statistique du ministère de l'Intérieur publié en janvier dernier, vous trouvez ce graphique qui n'est pas autre chose qu'un extrait de ce que je viens de vous présenter. C'est la même chose. Ce sont les mêmes données, sauf que ça concerne l'année antérieure, mais enfin, les choses ne varient pas énormément d'une année à l'autre. Et là, sur ce graphique, c'est toujours la même chose, c'est le pourcentage de surcroît de population introduit par les nouveaux titres étrangers. Nous sommes à 0,5% et nous ne sommes pas en haut du tableau. Bon, là, j'ai une première interrogation, mais le résultat est sans appel. Alors, ceci vaut pour les données de flux que je viens de vous présenter, les nouveaux titres de séjour qu'on peut mesurer. On abordera la question de savoir, mais la migration clandestine dans tout ça, est-ce que la France ne serait pas le pays où elle est le plus mal mesurée, ce qui changerait complètement les données de la comparaison avec d'autres pays? Je regarderai ça tout à l'heure. Maintenant, regardons, comme disent les démographes de l'ONU, après les flux, les stocks. À un instant donné dans le temps, quand on recense la population immigrée qui vit dans un pays, qu'est-ce que ça représente par rapport à la population totale? Donc, une mesure instantanée et qui est le résultat de l'accumulation de tout ce qui s'est passé depuis des décennies. Les entrées, certes, mais aussi les sorties et les décès. C'est la résultante de tout ça. Qu'est-ce qu'on observe? Alors voilà les pays dans lesquels la proportion d'immigrés dans la population dépasse 11% en 2024. Et j'ai classé ces régions par région du monde, et vous voyez que le record est détenu par les pays du Golfe ou du Proche-Orient. Au Qatar, par exemple, vous avez 77% de la population qui est immigrée. Et donc, le Qatar peut offrir royalement un Boeing au président Trump, c'est peut-être parce qu'il y a des travailleurs qui s'activent pour faire fonctionner l'économie. Voilà. Les Émirats, 74%, vous voyez, c'est très impressionnant. L'Arabie saoudite n'a que 40% d'immigrés sur son territoire. Alors évidemment, d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent du Pakistan, du Bangladesh, de l'Égypte, etc. Essentiellement. Et puis, ensuite, les cités États d'Asie, les États-Unis, le Commonwealth, etc. Bon, et puis, j'ai représenté en bleu l'Europe occidentale. Et alors là encore, où se trouve la France? Donc, quel est le pourcentage d'immigrés dans un pays comme la France? Eh bien, la France est là. Nous sommes au 17e rang de l'Europe occidentale par le pourcentage d'immigrés dans la population.
je n'arrive toujours pas à voir comment nous pourrions être au sommet du tableau et pourquoi il faudrait travailler à redescendre le long de cette échelle. Nous n'avons que le 17e rang. Suivent ensuite des pays d'Europe de l'Est, pas tous, c'est uniquement ceux qui dépassent le seuil des 11%, et il y a des quantités d'autres pays qui ont évidemment des taux beaucoup plus bas. On peut reprendre les mêmes données en faisant un classement général, et vous voyez que, évidemment, un très grand nombre de pays ont entre 1 à 12% d'immigrés, et à la fin du tableau, vous avez quelques géants démographiques. J'ai souvent eu l'occasion déjà de le présenter lors de mes cours, mais là, ce sont des données actualisées pour des estimations pour 2024. Vous voyez que des pays comme le Brésil, le Nigeria, l'Inde, l'Indonésie, la Chine, les Philippines n'ont quasiment pas d'immigrés. Quasiment pas. Et très souvent, n'ont même pas de loi pour... Il n'y a pas de politique d'intégration dans ces pays-là, par exemple. Il n'y a pas de loi de naturalisation. En Chine, il n'y a pas un seul article de loi qui vous dise comment devenir chinois. La seule manière de devenir chinois, c'est d'acheter un passeport. Donc on a, et c'est pourquoi d'ailleurs la migration est si faible dans le monde. Il n'y a que 3 à 4% d'immigrés dans le monde, parce que ces grands pays, ces géants démographiques, qui représentent plus de la moitié de la population mondiale, font évidemment chuter la moyenne des migrations. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors essayons maintenant, après ces données tout à fait statiques, données sur les entrées annuelles, mais d'une seule année, donc les entrées d'une seule année, ou bien la photographie à l'instant T, comme c'est le cas ici, prise à partir des recensements et des grandes enquêtes. Passons maintenant à quelque chose de plus dynamique, qui est l'évolution, évidemment, l'évolution sur une durée suffisamment longue. Si je prends, pour faire simple, l'évolution observée depuis l'an 2000, que je regarde simplement le nombre d'immigrés dans la population française de 2000 à 2024, ce nombre en France a augmenté de 50%. Si je regarde dans le monde, ce sont les compilations de l'ONU, dans le monde entier, la migration, le nombre des immigrés n'a cessé de croître et il est actuellement le taux de croissance, la croissance du nombre d'immigrés est de 74%, donc si on fixe évidemment un point de départ unique. Donc nous sommes en dessous de la moyenne mondiale, ce qui peut déjà un peu surprendre, mais si vous regardez le monde, donc 74%, si vous regardez EEE+, c'est l'espace économique européen élargi à la Grande-Bretagne, donc c'est l'Union européenne plus la Norvège, l'Islande, la Suisse, Liechtenstein, enfin bon, toute l'Europe occidentale, je dirais, eh bien, augmentation de 105% du nombre d'immigrés depuis l'an 2000. Donc nous sommes en deçà, assez en dessous, 105%, nous sommes à 50%. Et puis il y a d'autres pays qui ont basculé récemment dans l'immigration, alors que c'était des pays d'émigration, et évidemment l'Europe du Sud en fait partie, et vous voyez que l'Europe nordique, le Royaume-Uni, l'Irlande, etc., sont très très nettement au-dessus de nous. Là encore, nous sommes en réalité au bas du tableau de l'Europe occidentale, et nous commençons à être proches de l'Europe centrale, de l'Europe du Sud-Est, de l'Europe orientale. Et vous voyez que l'Europe centrale, Pologne, Hongrie, Slovaquie, Pays-Baltes, etc., a connu une brusque montée dans les 5 dernières années, qui est essentiellement due à ce qui s'est passé depuis 2022, à l'arrivée des Ukrainiens. C'est ça la principale cause de cette remontée, si bien que l'Europe centrale a maintenant une progression relative du nombre d'immigrés depuis 2000 qui est supérieure à celle de la France. L'Europe du Sud-Est, c'est la Roumanie, la Bulgarie, etc. Et l'Europe orientale, ce n'est que 3 pays, c'est la Russie, c'est l'Ukraine et la Biélorussie. Voilà un peu le tableau, et vous voyez que je n'arrive toujours pas à trouver la moindre confirmation des propos de M. Retailleau. C'est quand même gênant quand on est ministre de l'Intérieur de raconter n'importe quoi sur une donnée de base aussi élémentaire que celle-là. Alors, on peut prendre encore une autre mesure, on peut se dire, bon, d'accord, l'évolution de tous ces pays-là, ben, ça n'a pas le même sens, selon qu'on partait d'une immigration faible, une immigration forte, quel est finalement le pourcentage d'immigrés, et pas simplement la progression relative, quel est le pourcentage d'immigrés aux différentes périodes, de 2000 à 2025 toujours.
Et vous voyez que dans la définition onusienne, la définition onusienne, c'est est immigré toute personne née dans un pays A et vivant au moins un an dans un pays B. La France ajoute une restriction, il ne faut pas compter là-dedans les personnes qui avaient déjà la nationalité française avant de migrer. Donc il ne faut pas compter les rapatriés, par exemple. Mais les rapatriés, je rappelle que c'est quand même une population en extinction qui pèse de moins en moins dans ce total. Donc quand on prend cet indicateur qu'utilisent les démographes de l'ONU, qui est disponible dans la plupart des pays du monde, nous étions en 2000 aux alentours de 10% de la population. Évidemment, il s'agit des immigrés de la première génération, ceux qui ont franchi la frontière, qui sont installés, puisque leurs enfants nés sur place, eux, font l'objet d'une statistique à part et ne sont pas des immigrés. Et ces 10% sont devenus 14%. Et vous voyez que, par exemple, l'Allemagne est actuellement à 20%. L'Autriche, la Suisse, le Luxembourg, quand on les réunit, sont à 29%, etc. Et vous voyez aussi l'inflexion de l'Europe centrale qui remonte toujours à cause des réfugiés ukrainiens. Alors on me dira, et c'est une objection qui est fréquente, oui, mais comment expliquez-vous que des pays comme la Hongrie ou la Pologne parviennent à réduire totalement leur immigration, à échapper à cette grande poussée migratoire européenne? Ils ont peut-être trouvé, eux, la solution pour bloquer ce processus. Est-ce qu'on ne pourrait pas, si on veut être efficace dans une politique de réduction drastique de la migration, imiter leurs procédés, hein? Et c'est ce qu'on retrouve régulièrement expliqué. Et ça explique, par exemple, que Mme Le Pen, dans les pas d'Éric Zemmour, hein, il y a eu cette petite concurrence entre eux, est allée faire un pèlerinage à Budapest en 2021 pour aller rencontrer Viktor Orban et lui dire textuellement, je vous félicite, j'ai la citation quelque part, je vous félicite d'avoir réussi à protéger votre beau pays de la submersion migratoire organisée par l'Union européenne. C'était la formule qu'elle avait utilisée. Alors, M. Orban détient-il un secret là-dessus? Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout simplement, la Hongrie se retrouve du côté de l'émigration, dans ce vaste mouvement qui va d'est en ouest et qui s'ajoute au mouvement migratoire qui va du sud au nord. La Hongrie, pendant des décennies, était du côté de l'émigration. Avec le Brexit, qui a mis fin à la migration de l'Europe centrale, c'était d'ailleurs son objectif. Avec le Brexit, des Hongrois sont revenus. Pendant quelques années, il y a eu une remontée positive du sol migratoire en Hongrie, mais la plupart se sont repliés sur l'Allemagne, sur l'Autriche, sur des pays de ce genre. Donc la Hongrie, dans une situation économique telle qu'en réalité, elle n'est pas un pays attractif pour les migrants. Alors, ça a changé depuis quelques années, et désormais, on a en Hongrie une migration qui ne dit pas son nom, qui est souvent présentée comme des stagiaires. Alors ça, c'est un coup que le Japon avait fait également. Des stagiaires reviennent chaque année, ce ne sont pas des migrants. En réalité, ce sont des migrants qu'on ne paie pas pendant les vacances, pendant les congés. C'est ça. Et il ne faut pas oublier qu'en Europe, on faisait la même chose autrefois. Dans les années 50, c'est exactement ce qu'on faisait. Et c'est l'Italie, par une action diplomatique intense, qui était quand même liée au fait qu'elle avait une voix importante dans la formation de l'Europe à l'époque, c'est l'Italie qui a insisté lourdement en disant à la Suisse, qui était une grande praticienne de ce genre de procédé, mais aussi à la France, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que vous accordiez les congés payés à nos ouvriers pendant les vacances. Vous ne pouvez pas les débaucher à l'entrée des vacances et les réembaucher à la sortie. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons en Europe cette idée assez fortement ancrée jusqu'au débat récent que les migrants ont droit à la protection sociale du moment qu'ils travaillent et qu'ils qu'ils remplissent leur mission de producteurs, à quoi s'ajoute le fait qu'ils sont aussi consommateurs, cotisants, contribuables, enfin tout ce que vous voulez. Donc, pour l'instant, le Japon a beaucoup de stagiaires. L'Ukraine, c'était, la Pologne avait l'habitude d'utiliser les Ukrainiens, mais à titre temporaire. Et je rappelle que le Canada, qui a ce magnifique système sélectif, concours de capital humain, matiné par un système
métiers en tension dans les provinces, etc., eh bien, à des systèmes qui éliminent en probabilité les hispaniques. Parce que c'est difficile pour un hispanique d'avoir un diplôme du supérieur, de savoir l'anglais et le français, d'avoir déjà une expérience professionnelle, etc. Et donc, du coup, le Canada emploie massivement la migration hispanique dans le secteur agricole et avec des contrats de moins de 3 mois qui, du coup, ne peuvent pas apparaître dans la statistique des migrations. Donc, quand on est attentif à la réalité des migrations, il faut aussi regarder un peu de près la migration temporaire. On l'étudie trop peu, et voir si cette migration temporaire ne cache pas une certaine permanence avec des interruptions qui, finalement, chez nous, seraient illégales. Alors, on a en France un permis spécial pour les temporaires qui reviennent chaque année, hein, et qui sont inclus dans les statistiques des titres de séjour publiés chaque année. Moi, je les enlève parce que je trouve que ce n'est pas révélateur vraiment de l'attractivité économique du pays, mais bon, c'est un détail, c'est vraiment un détail. Alors, nous voilà donc ici à pied d'œuvre. Alors ça, c'est la clôture qui a été improvisée en 2015 face aux migrants qui venaient de Syrie ou d'Irak, enfin du Proche-Orient. Et cette clôture, depuis, a été considérablement perfectionnée. Hein. Elle a une hauteur, une épaisseur, et qui n'a plus rien à voir avec ce que vous voyez là. Et à l'époque, vous voyez, c'était assez pathétique. Il y avait une croix qui devait sans doute garantir une protection supplémentaire face à l'invasion musulmane. C'est ce que j'appelle la croix et la barrière. Voilà, et vous voyez comment la Serbie a donné à la Hongrie une leçon de clôture. Bon, si l'on regarde maintenant de façon un peu détaillée, par motif, les titres de séjour qui sont distribués en France, qui sont octroyés en France par les préfectures et dont la DGEF, la Direction générale des étrangers en France, dresse le bilan chaque année. Ce bilan est publié au mois de janvier, il est consolidé au mois de juin, et je pense que ce tableau, enfin peut-être pas sous cette forme graphique-là, qui est beaucoup plus lisible, mais c'est un peu le tableau de bord qu'utilisent les ministres. Qu'est-ce que c'est que ça? L'immigration estudiantine augmente, il y en a trop, enfin, c'est pas possible, il faut diminuer tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Les réfugiés, ça va pas, il y en a trop, le travail, enfin bon, c'est un peu le tableau de bord banal que doivent utiliser les politiques. Il faut faire quelque chose sur les étudiants. Et c'est comme ça qu'Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, a décidé soudainement une augmentation fabuleuse, c'était une multiplication par 4 ou 5 des tarifs d'inscription pour les étudiants non européens. Ça a échoué à cause de l'opposition des universités, d'une part, et surtout à cause d'une décision du Conseil constitutionnel qui a expliqué que même l'enseignement supérieur était soumis au principe de la gratuité, sauf versement, évidemment, de frais destinés à compenser les coûts les plus directs. Bon. Donc on en est là. Ce qui me frappe dans ce graphique, c'est d'abord que les augmentations qu'on observe ici ne sont pas explosives. Alors ça, c'est un vocabulaire qu'on utilise tout le temps, ça explose. C'est le chaos, c'est exponentiel, c'est hors contrôle. Vous n'imaginez pas les milliers de déclarations de ce type. Ces déclarations sont fausses. Aucun courant migratoire n'augmente actuellement en France de façon exponentielle, explosive, chaotique, etc. On a des courbes tout à fait régulières. Certes, un certain nombre, vous le voyez très bien ici, augmentent. On a des phénomènes d'interruption, et là vous voyez que l'encoche créée par la pandémie de Covid est tout à fait visible en 2019, 20, 21. Alors parfois, on peut faire des calculs en prenant le creux de la vague pendant la pandémie et dire, vous voyez, ça remonte, ça a été bon, j'ai vu ce procédé-là utilisé par certains quotidiens, mais en réalité, si vous regardez un petit peu, remettez ça un peu en perspective sur le long terme, on n'a pas d'explosion de l'immigration en France. Absolument pas. Et là, je m'insurge contre ceux qui répètent
dans le monde politique ces formulations et des médias qui les répercutent sans y regarder de près. Bon, et vous voyez que non seulement certaines composantes fondamentales de la migration augmentent de façon régulière, mais vous avez des composantes qui sont contenues. La migration des familles de Français est contenue. Et là, je crois qu'il faut qu'on révise notre jugement à propos de la multiplicité des lois qui se sont succédées depuis 1993. Les lois Pasqua, les lois Méhaignerie. On a tous les 18 mois une nouvelle loi, hein, on s'est beaucoup gossé de ça, mais le fait est que ces nouvelles lois ont quand même des effets. Elles ont contribué à durcir considérablement le traitement des dossiers du regroupement familial, y compris pour les familles de Français. Un Français ou une Française veut faire venir son conjoint étranger et c'est la croix et la bannière cette fois. C'est extrêmement compliqué, il y a toutes sortes de conditions à remplir, financières, matérielles, civiques, etc., etc. Et du coup, la migration familiale des Français, elle est à baisser. Il y a une réduction qui est très forte sur ces dernières années. Les familles d'étrangers, malgré un effort très important qui a été fait contre elles sous les ministères Sarkozy, la présidence Sarkozy, qui semble-t-il, alors c'est controversé, on m'a repris là-dessus, mais enfin, c'était les discussions que nous avions au comité démographique du HCI, moi j'en faisais pas partie, mais j'étais invité régulièrement, du Haut Conseil à l'intégration, c'était le retard des dossiers, le recul des dossiers faisait que les statistiques baissaient dans l'année. Mais ça n'a pas, vous voyez qu'au total, les familles d'étrangers, donc le droit qu'ont des étrangers ou des étrangères de faire venir le conjoint ou les enfants mineurs, ce droit qui normalement existe, il est très compliqué à mettre en œuvre quand même, eh bien là aussi il est contenu. Donc on ne peut pas dire, contrairement à ce que je lis régulièrement, que le regroupement familial, que la migration familiale serait un formidable appel d'air qui expliquerait l'explosion de toute la migration. Alors on dit, il y a surtout beaucoup d'Algériens là-dedans, ils sont surreprésentés, tel ou tel. Oui, effectivement, mais ça ne fait pas qu'au total, la migration familiale explose. Elle n'explose pas. Elle est non seulement contenue, mais elle tend à diminuer. Et ça, c'est l'effet des lois de durcissement des conditions de l'immigration. Alors quand vous interrogez, c'est ça qui est assez curieux parfois, c'est que dans des partis de gauche notamment, on a au plus haut sommet de certaines associations de soutien juridique, on a des discours qui fustigent comme ça ces lois à répétition, avec l'argument qu'elles n'ont aucun effet de toute façon, que c'est, vous voyez, l'argument de la futility, comme disait Hirschman, ça n'a pas de... ça ne joue pas, c'est vain, c'est l'argument de la vanité. Eh bien, les associations qui, elles, ont affaire aux migrants et qui, sur le terrain, accompagnent des dossiers, elles vous disent tout le contraire. Elles vous disent qu'à chaque fois, chaque durcissement d'une loi, eh bien, ça a des effets sur la longueur des dossiers, le pourcentage de candidats qui sont acceptés, avec en plus ce phénomène qui est très très singulier, qui est que le pouvoir discrétionnaire du préfet dans différents est considérable et qu'on a pour les mêmes dossiers, et là il y a des bases de données qui ont été dressées par ces associations qu'on fustige si souvent, mais elles ont fait un travail statistique de très grande qualité, des dossiers équivalents, on reçoit des traitements extrêmement différents d'une préfecture à l'autre, à cause de la personnalité du préfet, à cause de la personnalité du secrétaire général. Il y a une politique du chiffre qui est plus ou moins appliquée, etc. Voilà un peu les choses qu'on observe actuellement. Alors, ces nouvelles entrées, il y a plusieurs problèmes qu'il faut essayer d'évoquer rapidement. D'abord, il y a une erreur classique, régulièrement faite. Elle a été faite par M. Retailleau quand il donnait son chiffre des 550 000 entrées. Ça consiste à regarder le nombre des entrées de séjour d'une année et à dire, mais il faut aussi ajouter les demandes d'asile, puisque la demande d'asile, ce n'est pas un titre de séjour, n'est-ce pas ? C'est en dehors des titres de séjour, la statistique des demandes d'asile.
Et puis, il faut ajouter une estimation des entrées irrégulières, des choses qui vous sont fournies par Frontex ou peut-être des enquêtes, etc. Et quand on additionne tout ça, on a 550 000 personnes. La ville de Lyon. Eh bien, je suis désolé, mais c'est une erreur absolument de débutant. On ne peut pas faire cette addition-là parce que ça fait des doubles, voire des triples comptes. 40% à peu près des demandeurs d'asile vont recevoir un titre de séjour dans l'année ou les années qui suivent, donc on ne peut pas les recompter deux fois, une fois comme candidat et une fois ensuite comme bénéficiaire d'un titre, il faut les compter une seule fois, bien sûr, et c'est la même chose pour les personnes en situation irrégulière qui vont obtenir, mais cette fois, une durée évidemment beaucoup plus longue. Il y a des enquêtes qui montrent que c'est en moyenne 8 ans, 9 ans, 10 ans de présence sur le territoire avant de pouvoir obtenir une régularisation. Mais enfin, si vous comptez à part tout ça, si vous l'additionnez, vous faites des doubles comptes. Bon, j'ai beau répéter ça X fois, ça fait des années que je répète cette histoire et je ne suis pas le seul à le dire, l'erreur est régulièrement faite. Parce que ce qui est intéressant, c'est que je ne pense pas que le ministre regarde les données, en fait. Il doit voir, je ne sais pas comment ça fonctionne, j'aimerais bien le savoir. Est-ce qu'il lit rapidement? Est-ce qu'il peut lire les données? Est-ce qu'il prend la peine de les lire? S'il les lit, sait-il les lire? Non, mais je me pose sérieusement la question. Parce que quand on raconte des choses aussi éloignées de la réalité, il y a quand même le problème du décalage qu'il faut être capable d'expliquer. Donc je pense qu'il a des conseillers qui lui recommandent de donner le chiffre le plus saisissant, celui qui va grossir l'immigration le plus possible pour d'autant mieux justifier sa réduction drastique et dire c'est moi qui vais réussir à inverser la courbe, faites-moi confiance. Enfin, j'imagine un processus comme ça, mais ça, c'est à la science politique de l'étudier, mais de l'étudier en relation directe avec les données factuelles dont nous disposons. Alors, la ville de Lyon, bon, toutes les grandes villes de France y sont passées depuis 20 ans. Ça change, Strasbourg y est passé, Bordeaux, Lille, tout ça, toutes les villes ont réussi à... Voilà. Donc le système consistant à dire c'est la ville de Lyon, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à remplacer le poids objectif de la migration par un poids subjectif. Ça consiste à ramener à une réalité familière la ville qui vous environne, quelque chose qu'on ne peut pas du tout apprécier quand ça travaille à l'échelle nationale. Qu'est-ce que c'est 550 000 personnes par rapport aux 68 millions de Français que nous avons actuellement, d'habitants de la France? Personne ne le sait. Bon, quand on fait la division, c'est 130 fois. Il y a 130 fois la ville de Lyon dans la population de la France. Donc si vous dites chaque année la population de la France s'accroît de l'équivalent de la ville de Lyon, ça veut dire que chaque année ça s'accroît de l'équivalent de 1/130e. 1/130e, il ne faut pas être grand mathématicien pour le savoir, c'est inférieur à 1%. C'est 0,8%, avec les doubles comptes de M. Retailleau. On baisse à 0,6%, on retrouve les 0,5% de l'année dernière, donnés par l'OCDE, données reproduites dans le document des GEF du ministère. Donc en fait, quand on essaie comme ça de remplacer le poids subjectif, le poids objectif de l'immigration par le poids subjectif, évidemment, on opère une manipulation. C'est un peu comme si, vous voyez, la pression migratoire, qu'est-ce que c'est? C'est une force sur une surface. La surface, c'est l'ensemble du territoire national, mais on va réduire cette surface pour donner le sentiment d'une pression plus forte. C'est une autre explication qu'on peut donner à ce tour de passe-passe. C'est un tour de passe-passe. Et ce tour de passe-passe, je dois le dire, me met en colère. Ça fait des années que nous dénonçons le procédé consistant à dire c'est la ville de Lyon, c'est la ville de Bordeaux, etc. Jamais un démographe ne dira il meurt en France chaque année l'équivalent de l'agglomération nantaise. Il se trouve que c'est ça. Oh, vous vous rendez compte, chaque année, tchouf, toute l'agglomération nantaise disparaît. C'est effrayant. Eh bien, les 550 000 Lyonnais qui tout à coup s'abattent comme une masse dans votre environnement, vous voyez l'effet qui est produit par ce genre de comparaison. Il faut s'insurger contre ça, et donc je demande à M. Retailleau, s'il vous plaît,
que ce soit la dernière fois, n'utilisez plus jamais ce genre de procédé. Mais comme les journalistes l'utilisent régulièrement, que tout ça, évidemment, se conforte mutuellement, ma cause, j'en ai conscience, est totalement désespérée. Alors, vous voyez que cet exemple méritait qu'on s'y attarde. On peut, oui, alors c'est quand même, on peut faire des comparaisons sur des univers quotidiens, mais il faut à ce moment-là que ce soit un rapport entre deux grandeurs. Je peux vous dire que, par exemple, dans cette salle, il y a 250 personnes, disons, que représenterait 0,5% de nouveaux entrants sur cette salle. Eh bien, je peux dire que les nouveaux entrants venus de l'étranger, ça se limiterait à 2 personnes de plus dans cette salle. Si on voulait reproduire le ratio du surcroît de population que cette salle connaîtrait pour que ce soit absolument l'équivalent du surcroît que la France connaîtrait avec les nouveaux entrants. Alors là, oui, il faudrait libérer quelques sièges pour ces 2 personnes. C'est un grand problème. Donc, je rappelle la formulation du ministre, nous sommes débordés. Trop, c'est trop. Ces formules n'ont aucun sens. Il n'y a absolument aucun sens. Il n'y a aucun sens scientifique à donner à de telles formules. Alors, cet exemple sur lequel je me suis attardé, m'en excuse, jette une lumière crue sur les rapports entre le savant et le politique. En l'occurrence, ce n'est pas le savant qui fait de la politique. Quand je vous parle là, c'est le politique qui joue au savant, ou plutôt au demi-savant, et ce, au service de sa politique. Et au passage, alors mes collègues économistes ou sociologues l'auront sans doute remarqué, le genre de rappel que j'énonce ici, c'est vraiment de la statistique descriptive extrêmement élémentaire. Ce n'est pas, ça se borne à rétablir les ordres de grandeur. Ça ne propose pas du tout une modélisation élaborée des facteurs de migration, comme j'ai pu en montrer dans les cours de mes 2 premières années, par exemple. J'en ai commenté. Ce sont des modélisations tout à fait utiles, elles sont même nécessaires. Le problème, c'est qu'elles sont des lectures ardues, et si un haut fonctionnaire ne peut pas comprendre ce que c'est que le surcroît de population chaque année, comment voulez-vous qu'il puisse comprendre, interpréter le cheminement du raisonnement, le cheminement de la causalité dans un modèle tel qu'en publient les revues d'économie spécialisées. Alors le journaliste qui reprend les résultats du genre non, la délinquance, il n'y a pas plus de délinquance quand il y a plus d'immigration. Bon, ce genre de raisonnement, si le journaliste l'accepte, c'est uniquement parce qu'il fait confiance à l'auteur et pas du tout parce qu'il a suivi le cheminement de l'article. Et donc nous avons un défi pédagogique à relever pour nous faire entendre dans l'arène politique, et c'est pour ça que je me borne avec une lourde insistance, il est un peu lourd François Héran quand même, relou comme on dit maintenant, eh bien le relou que je suis se borne à livrer directement des ordres de grandeur sans la moindre modélisation, je m'en excuse. Voilà, ceci, c'est le nombre absolu de séjours, de titres de séjour accordés aux étudiants étrangers. Ce sont des nombres absolus. Et vous voyez à quel point la pandémie de Covid a complètement chahuté toutes ces données. Et puis là, ce que je fais constamment, c'est de rétablir tout ceci, d'exprimer tout cela par habitant, per capita, ou pour 10 000 habitants. Et là, vous voyez la situation de la France, certes. C'est ça qui est très impressionnant quand on regarde les titres de séjour. La migration estudiantine, les étudiants internationaux, c'est un des courants qui augmente le plus, c'est vraiment spectaculaire en nombre, mais au total, alors oui, nous avons plus d'étudiants proportionnellement à notre population que les États-Unis, ce qui est un peu surprenant, on n'a pas cette idée-là. Alors c'est peut-être pas les mêmes étudiants, c'est peut-être pas les mêmes universités, bien sûr, mais nous en avons plus que l'Allemagne, et ce sont les pays anglophones, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, qui sont clairement en tête, là aussi parce que, essentiellement parce qu'il y a ce grand marché anglophone qui réunit tous ces pays de l'ancien Commonwealth dont nous n'avons pas vraiment, nous, l'équivalent. Et vous voyez à quel point ces données, rétablir les proportions de titres de séjour des étudiants pour 10 000 habitants, eh bien, ça a quand même
modifie la perspective. Alors, la progression de l'immigration est là un effet un peu classique qu'on observe partout, c'est que à mesure que la migration progresse, elle tend à se diluer, à se disperser davantage sur le territoire. C'est un phénomène qu'on a toujours observé. On l'a observé, les géographes l'ont beaucoup observé, par exemple à Manhattan, quand on peut, grâce au recensement américain, représenter tous les 10 ans la proportion d'Italiens, de Russes, de Tchèques, de Sikhs, etc. qu'il y a dans chaque... Donc on voit qu'au début, il y a une poche très importante qui se crée, et puis peu à peu, cette poche se dilue. La seule minorité qui ne se dilue pas dans l'espace, ce sont les Noirs, mais ce ne sont pas des migrations récentes, et c'est un tout autre mécanisme. Donc toutes les migrations, voilà, il n'y a plus d'Italiens dans la petite Italie, hein, ce genre de choses. En France, on a ce phénomène, peu à peu, il y a effectivement des régions d'immigration très denses qui peu à peu perdent de la migration. C'est une chose qu'on ne dit pas. Et qui du coup vont se retrouver dans des régions nouvelles où elles n'étaient pas présentes auparavant. Regardez par exemple cette carte qui nous montre, j'appelais ça à l'ouest du Nouveau, la hausse relative du nombre d'immigrés dans les régions françaises. J'ai pris des anciennes régions. Et vous voyez que dans des régions comme la Bretagne, les Pays de la Loire, etc., vous avez des augmentations qui sont spectaculaires, plus 92%, plus 99%. Bon, on n'est pas loin du doublement du nombre d'immigrés dans ces populations. Alors que dans les régions déjà riches en immigration, les augmentations en l'espace de 15 ans, hein, ce sont les recensements de 2006 à 2021, sont beaucoup plus modestes. Le problème, c'est qu'en réalité, et ça a été publié notamment par le fameux Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui est un think tank d'extrême droite. Je dis que c'est un think tank d'extrême droite pour des raisons très simples. Il recommande que la France se retire de la Convention de Genève, que l'OFPRA soit supprimée, etc., etc. Il ne cesse de préconiser des mesures extrêmes. Mais en même temps, il utilise les données de l'INSEE, les données communales de l'INSEE, pour une raison très simple, ce sont les seules qui existent. Et il a fait une note sur ce sujet intitulée « Le grand bouleversement ». L'immigration dans les territoires, le grand bouleversement. En disant, vous vous rendez compte, un doublement. Il y a des villes comme Rézé, par exemple, dans la banlieue de Nantes, où ça a augmenté de 230%. On peut regarder comme ça, commune après commune, comment ça se répartit. Maintenant, si vous reprenez avec les mêmes données, exactement les mêmes données, vous représentez la proportion d'immigrés dans la population. En fait, la proportion d'immigrés dans la population, qu'est-ce que ça a été, ces doublements sur la façade atlantique? C'était le passage de 2% à 4%. C'était le passage de 3% à 6%. C'est ça. Et évidemment, les foyers de plus forte concentration de l'immigration, ça reste l'Île-de-France, 20% d'immigrés dans l'ensemble de l'Île-de-France, ça reste le nord et l'est, ça reste évidemment la façade méditerranéenne et le couloir rhodanien. Et ce qu'on observe en l'espace de 15 ans, il faudrait que je vous montre la même carte, mais la carte est très très semblable 15 ans avant, c'est qu'en réalité, il y a un léger recul de la ségrégation. Au fond, la ségrégation spatiale, le fait que les immigrés vivent ont une distribution différente, une distribution spatiale différente de celle des natifs, eh bien cet indice de dissimilarité, comme on l'appelle aussi parfois, évolue, et il évolue assez faiblement. C'est du genre, il est passé de 26% de 23% à 26%, quelque chose comme ça en 15 ans. Donc il y a une légère déségrégation, en quelque sorte, des populations par rapport à là. Mais quand vous regardez les choses localement, par exemple Paris, c'est très intéressant de voir qu'il y a toute une série d'arrondissements parisiens qui perdent de l'immigration. J'ai classé les arrondissements parisiens en 3 catégories. Vous avez en bleu la population native, non immigrée, et elle se déplace vers la gauche ou vers la droite selon qu'elle recule ou pas, ses effectifs reculent ou pas. Et vous voyez que dans la plupart dans les arrondissements parisiens, il y a une certaine stabilité de la population
d'origine française, avec des progressions dans le deuxième, dans le troisième, des reculs dans le septième, enfin bref. Et vous comparez cette évolution à celle des immigrés, et vous voyez que dans les arrondissements du sud-ouest de Paris, le 13e, le 14e, le 15e et aussi le 16e, vous avez une progression de l'immigration plus forte que la progression de la population native. Et ça, c'est lié aussi au fait que le niveau social des migrants s'élève, leur niveau d'éducation s'élève, et donc va se retrouver en moyenne plus nombreux dans les beaux quartiers, pour dire les choses rapidement. Alors qu'inversement, effet de la dilution générale dont j'ai parlé, vous avez dans des arrondissements comme le 10e, le 11e, le 8e, le 18e, etc., vous avez un recul très marqué de l'immigration. Et qui, là encore, signifie qu'il y a un mouvement, et l'INSEE l'avait déjà étudié il y a une dizaine d'années, il y a une certaine tendance des immigrés à progresser dans la hiérarchie sociale, dans les niveaux d'éducation, et du coup à migrer vers des quartiers mieux cotés. Et donc ceci, évidemment, au total, si le processus se poursuit, si le processus s'intensifie, se traduit par une légère déségrégation, un léger rapprochement des populations. Et je terminerai par cette thèse qui est extrêmement répandue. Dominique Régnier, le président de Fondapol, a beaucoup contribué à la répandre, qui est la fameuse thèse du welfare magnet, de l'appel d'air que provoque la protection sociale. Et voilà encore une déclaration de Bruno Retailleau, décidément, mais bon, ça c'est le ministre en cours. Je veux, j'aime bien ce je veux que sur tous nos systèmes sociaux, la France ne soit pas en avance, plus généreuse que les pays européens. Si nous, on est au-dessus de la moyenne de ce que font les Européens, en matière par exemple de soins, en matière d'aide sociale, en matière de regroupement familial, les filières des passeurs, les trafiquants d'êtres humains vont orienter, bien sûr, les flux vers la France plutôt que vers les autres pays. Ma stratégie à moi, elle est simple à comprendre. C'est de situer la France dans la moyenne basse des pays européens. Donc, vous voyez le discours ici. Et donc, la question, c'est de savoir, mais si nous sommes si attractifs que ça, si nous sommes parmi les pays les plus attractifs, et Dominique Régnier a même expliqué dans une interview sur BFM que nous sommes le pays le plus attractif au monde en termes de santé. Tout ça parce qu'il y a l'AME, l'aide médicale d'État. Si vraiment c'était le cas, tous les malades de la Terre devraient affluer vers la France. C'est bizarre, mais ça n'est pas le cas. Ils sont là, on en voit, l'OFII en observe évidemment, mais nous n'avons absolument pas une surreprésentation formidable des malades ou des personnes en mauvaise santé en France par rapport à ce qui se passe dans les autres pays européens. On ne voit rien de tel. Et tous ces raisonnements consistant à dire, mais nous sommes trop attractifs, nous avons une générosité vraiment excessive, et certains vont évidemment théoriser la chose en disant, nous sommes dans le compassionnel. Nous sommes encore dans la morale chrétienne, nous sommes encore dans l'éthique de conviction. Il est temps de sortir de tout ça, de passer à l'éthique de responsabilité, de ne pas faire de morale mais de faire de la politique, etc. Toutes ces expressions sont relativement équivalentes. Éthique de conviction, éthique de responsabilité, c'est la variante chic de « il faut faire de la politique et pas de la morale ». Et il faut donc que la politique se passe de la morale, et sinon... eh bien, l'identité de la France sera menacée. Et Dominique Régnier est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il a au moins le mérite d'expliquer la chose en disant il faut défendre ce qu'il appelle la grande théorie de la raison d'État. C'est la grande théorie de la raison d'État qui doit primer par rapport à ces politiques qui s'intéressent uniquement aux migrants, explique-t-il. Comme si on ne pouvait pas trouver une solution qui soit entre les deux. Alors là, évidemment, les textes de Max Weber sont terribles, parce que, bon, ils sont très complexes. Et là, je vous renvoie aux études d'Isabelle Karnowski, aux travaux aussi que Philippe Reynaud a effectués sur le sujet. Ils sont très intéressants, c'est des points de vue un peu différents. Mais quand on regarde les textes, le fameux texte de Max Weber dans justement la conférence sur la politique comme métier, comme vocation, vous apercevez que d'un côté, vous avez des passages qui nous expliquent qu'il y a un dualisme irréductible entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. L'éthique de conviction, il prend toujours des modèles religieux,
c'est la charité chrétienne, c'est la sainteté, c'est le bon samaritain, c'est la morale évangélique, c'est tant l'autre joue quand on te frappe, etc. C'est tous ces préceptes chrétiens absolument inapplicables. Et évidemment, Hegel avait dit que tout ça, évidemment, ne peut pas fonctionner, mais je rappelle qu'il y a des textes dans Rousseau qui dit que si on appliquait strictement la morale évangélique et rien que ça, on ne pourrait pas faire de contrat social. Rousseau, qui n'était pourtant pas un cynique, c'est le moins qu'on puisse dire, avait déjà ce genre d'idée. Et la morale de l'éthique de responsabilité, c'est une variante de l'éthique conséquentialiste, c'est-à-dire que c'est l'éthique qui mesure les conséquences de ses actes avant de décider. Mais le problème, c'est qu'en réalité, chacune des éthiques a des conséquences et que la mesure des conséquences est extrêmement difficile à faire. Les morts en Méditerranée, on est à 32 000 morts, quelque chose comme ça, depuis que l'Office international des migrations a commencé son décompte. À qui la faute? Alors les indices, c'est les passeurs. Certains disent, mais ce sont les ONG qui, finalement, aident les migrants à faire appel aux passeurs. Et puis, de l'autre côté, on dit, mais non, c'est la politique communautaire qui est criminelle, etc. En réalité, la mesure des conséquences, quand elle passe en plus par des acteurs secondaires, est extrêmement difficile à mener. Personne ne peut en réalité mesurer toutes les conséquences de ces actions, de la même façon qu'un chercheur ne peut pas mesurer toute la réception possible de ces textes. Donc on est là, et je terminerai là-dessus, parce que je crois que je suis en train de dépasser l'heure. Je pense qu'en réalité, qui prétend ne pas faire de morale en fait une, en a une. Qui prétend ne pas faire de politique fait un type particulier de politique. On ne peut pas se passer de politique, on ne peut pas se passer de morale. Et l'idée que, par exemple, si on ouvre les frontières, c'est de la politique, et que si on ouvre les frontières, c'est de la morale, et si on les ferme, c'est de la politique, me paraît tout à fait absurde. Les deux jets sont à la fois politiques et moraux. Je vous remercie de votre attention.